Bienvenue sur le podcast de Transition urbaine. Transition urbaine est une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions écologiques, sociales et démocratiques de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font déjà la ville autrement. Chaque été est une piqûre de rappel. Les vagues de chaleur s'intensifient et deviennent de plus en plus fréquentes. La ville participe à renforcer ce phénomène. Le manque de végétalisation et la densité des bâtiments font de nos espaces urbains de vraies fournaises où il est de plus en plus pénible de résister. Face à ces chaleurs, nos territoires doivent s'adapter. À Lille, le projet Time to Adapt propose de s'emparer du problème sous le prisme du temps. Il s'inscrit dans le programme European Urban Initiative. Dans nos villes, une multitude de lieux ferment pendant les vacances d'été, laissant vides des espaces frais. Adapter les horaires et intensifier les usages d'un lieu qui n'ouvre pas toute l'année, installer des équipements temporaires rafraîchissants, transformer les bâtiments existants, autant de propositions faites par l'initiative Time to Adapt pour repenser des villes plus accueillantes pendant les fortes chaleurs. Dans cet épisode, nous partons donc à Lille pour découvrir cette démarche. À travers la visite de 6 lieux, l'équipe de Time to Adapt nous fait voir les possibles d'une ville plus adaptée aux futurs aléas climatiques. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Pour commencer la visite, nous rejoignons Manon Défense, chargée de mission Time to Adapt à la ville de Lille, ainsi que Claire Aquet et Guillemette Lagarde, respectivement directrices du réseau et responsables de programmation culturelle des bibliothèques municipales de la ville. Ok, donc ici on est dans le jardin qui est attenant à la médiathèque Jean Lévy, qui est la médiathèque principale de Lille. Et on est rentré par l'entrée principale habituelle de la médiathèque, donc c'est pour ça qu'on a traversé l'équipement. Mais si vous regardez derrière vous, au fond de l'allée, il y a un portail qui donne sur la rue donc arrière, on a cherché à ouvrir dans le cadre de Time to Adapt pendant l'été. On va l'ouvrir pendant l'été, et pendant les heures, ce portail ne sera ouvert que pendant les heures de fermeture de la médiathèque. Ça c'est pour faciliter l'organisation chez nous. Et on a choisi de l'ouvrir donc les dimanches après-midi, c'est un moment de fermeture de la médiathèque. Pour cela, on a fait des petits aménagements dans le jardin, donc il y en a qui ont été faits l'année dernière déjà. Il y a eu des cheminements qui ont été repris, je sais plus, il y avait un monsieur qui travaillait sur les accès PMR et la sécurisation, je sais plus où il est. Mais voilà, donc il y a eu des cheminements qui ont été repris, il y a des branchements qui ont été faits pour les gens qui souhaitent venir travailler, des accès à l'électricité. Et il y en aura d'autres cette année qui arrivent, doucement mais sûrement, avec des nouveaux petits équipements dans le jardin, des tables de jeu, ce genre de choses. Là, on y va step by step. L'année dernière, on a ouvert que 3 dimanches, dont un avec un festival dont va vous parler Guillemette. Et cette année, on ouvrira tous les dimanches de l'été. Et la façon dont on ouvre, c'est avec des agents de sécurité, parce qu'évidemment, c'est le jour de repos des agents de la médiathèque. Donc, on a fait appel à des agents de sécurité extérieurs pour sécuriser le jardin. Voilà, je vais dire rapidement, en fait, l'intérêt pour nous de la bibliothèque, c'est que ça reste vraiment le jardin de la médiathèque, parce que c'est un lieu qui est protégé, c'est un lieu qui est à l'écart, dans lequel les jeunes filles peuvent venir en toute sécurité, dans lequel on peut avoir des bébés qui
marche par terre, et dans lequel les personnes plus âgées aussi peuvent trouver un lieu calme. Et donc pour nous, c'est vraiment important que ça reste le jardin de la médiathèque et que ça ne devienne pas un jardin public ouvert à tout moment avec éventuellement les dégradations aussi qui peuvent se passer dans des jardins publics ordinaires. Et donc pour finir sur le festival, donc c'est vrai qu'ici la médiathèque ouvre du lundi au samedi, donc le jardin est ouvert du lundi au samedi. Donc se poser la question du dimanche, qui est le jour où il y avait cette envie d'ouvrir plus, mais avec la médiathèque fermée. Et donc pour justement que le lien avec la médiathèque soit conservé, eh bien sur l'ensemble des dimanches qui seront ouverts cet été, eh bien, il y a 3 dimanches en août où des bibliothécaires seront présents. Et sur ces 3 dimanches du mois d'août, 2 seront consacrés à des lectures, des temps de lecture et de jeux partagés. Et le dernier dimanche viendra clôturer une semaine de festival qu'on appelle les Heures Dorées. Et ce festival, les Heures Dorées, promeut la musique à la bibliothèque pour que l'on valorise toutes nos collections littéraires et musicales, puisqu'on a trouvé que le jardin était justement un lieu parfait pour faire des lectures musicales, des lectures dansées, du conte beaucoup, et puis quelques concerts aussi. Et donc l'ensemble se produira ici et est financé par la bibliothèque municipale, puisque vous imaginez bien que tout ça derrière, ça a un coût, et donc ce coût qu'on prend en charge permet aussi de faire vivre le jardin autrement. Alors, en fait, ici, c'est là que se situe le seul jardin vraiment fermé parmi les médiathèques. Donc, on voit la chose en sens inverse, c'est que l'ensemble de nos collègues du réseau sont invités à venir travailler ici pour promouvoir cette action musique et littérature en fonction de leurs compétences et appétences. Dans les médiathèques de quartier, en revanche, dès que c'est possible, nos collègues sortent. Et on a aussi un véhicule qui s'appelle un bibliomobile et qui, notamment l'été, va desservir des squares, le zoo de Lille, voilà, enfin dans différents quartiers en fait. Donc ce petit véhicule en fait vient proposer des offres de lecture l'été en extérieur. C'est aussi l'intérêt que ça soit fermé en fait en temps normal. C'est une salle de lecture, si on souhaite, c'est une salle de travail. Et dès que le temps le permet, toute l'action culturelle se déroule dans le jardin. Donc, y compris les heures du conte, s'il fait beau un jour du mois d'avril, on fait l'heure du conte dans le jardin. On s'appuie sur des partenaires, puisque nous sommes une grande ville, donc on a beaucoup de collègues et de partenaires. Et notamment, on travaille très régulièrement avec le musée d'histoire naturelle de la ville de Lille qui vient faire des ateliers ici en hors-les-murs autour de la biodiversité faune-flore, et puis aussi avec une autre direction municipale qui s'appelle Nature en ville et qui vient elle aussi nous aider. Par exemple, très prochainement, il y aura des cartels participatifs avec les usagers qui seront créés sur les essences présentes dans le jardin, par exemple. Et on a aussi, j'ai oublié de dire, on a aussi un compost, par exemple, participatif et un rayon jardinage qui se trouve juste derrière la fenêtre pour lier. Je vous prie maintenant d'avancer, car pour notre deuxième arrêt, Manon Défense nous emmène visiter l'atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille. Ici, on est au Palais des Beaux-Arts, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le plus grand musée de Lille et le deuxième plus grand musée de France, je crois. Donc, lieu hyper inspirant, et on est plus particulièrement dans ce qu'on appelle l'atrium du Palais des Beaux-Arts, ce grand hall immense qui est toute l'année, tout le temps, accessible gratuitement. Mais le musée est ouvert, donc l'atrium est toujours accessible aux heures d'ouverture du musée. Le musée est, lui, ouvert du mercredi au lundi, enfin, il est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Donc, dans le cadre de Time to Adapt, sur l'optimisation des horaires, on s'est demandé, ah oui, j'ai quand même oublié un truc, c'est que dans l'atrium, là, vous vous en êtes pas rendu compte, mais il est toute l'année à 22 degrés. Là, on n'a pas de grosses variations de température. Mais pour la conservation des œuvres, c'est maximum 22 degrés tout le temps. Donc, c'est un lieu qui est de toute façon climatisé. Donc, nous, on s'est posé la question de comment ouvrir le mardi, qui était le seul jour de fermeture de cet espace.
Donc ça posait pas tellement de gros problèmes, à part sur la sécurité des œuvres et des collections qui sont en haut et sur les côtés. Donc on a juste choisi d'ouvrir avec un système de sécurité, des agents de sécurité externes. Et là, on a besoin de 5 pour ouvrir le musée, plus le responsable de la sécurité ici, qui est l'Almart. Donc on l'ouvre très simplement avec juste quelques transats qu'on met pendant l'été. Là, ils vont arriver pour le 1er juillet. Et vous avez dû voir des photos sur les communications Time to Adapt parce qu'on en a fait beaucoup. En fait, les gens viennent naturellement soit regarder parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont encore accessibles. Il y a des grandes télés interactives, etc. Donc soit ils viennent et puis ici c'est déjà intéressant à venir visiter en lui-même. Soit ils viennent se reposer, lire un livre dans les transats, etc. Enfin vraiment là on a laissé le lieu ouvert sans l'animer particulièrement et ça marche très bien. La cafétéria est privée. Et ils n'ont pas souhaité, ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir un jour de plus. Donc ils ferment, on peut utiliser leur table et leur chaise, mais ils ferment la cafétéria. Pour la suite du parcours, nous avons rendez-vous avec Nathalie Dernancourt, responsable d'exploitation de la maison Folie Moulin, dont elle nous présente le jardin. Bienvenue à la maison Folie Moulin. Pour votre information, la maison Folie Moulin est une ancienne brasserie qui a donc été réhabilitée en 2004 dans le cadre de l'île capitale européenne. Et la maison Folie Moulin est un lieu pluridisciplinaire, municipal. Et on accueille à la fois des expositions, des résidences d'artistes, des projets de territoire, des concerts. Donc on touche un large panel artistique. Et donc on a été ravis en 2004 de pouvoir participer donc au projet Time to Adapt. Et à partir de là, donc un projet est né avec CID sur comment travailler avec les habitants et les usagers de la maison Folie Moulin pour imaginer ensemble donc le mobilier, la pergola et bien d'autres choses. Et donc à l'issue, fin juin 2024, ont été créés donc a été créé le mobilier avec des membres d'un EHPAD ainsi que l'école du Rouy qui est juste à côté avec des enfants de l'école du Rouy. Donc c'était un projet intergénérationnel qui ont participé à la mise en peinture du mobilier. Donc voilà. En plus de ce travail en collaboration avec l'association CID, comme vous pouvez voir, il y a une toile tendue qui a été installée pour accentuer un espace de fraîcheur dans le jardin parce qu'on est en plein soleil l'été, malheureusement. Et donc il y a aussi un arbre qui a été ajouté. On a travaillé aussi avec le déverdé pour justement rafraîchir l'espace. Et donc maintenant le jardin, il est très accessible, même l'été, même en forte chaleur, et on met à disposition maintenant une table de ping-pong. On met aussi un jeu de molki, donc pour les habitants, pour les personnes qui ne bénéficient pas malheureusement de jardin l'été. Donc, on est ouvert sur le temps d'ouverture de la maison Folie Moulin. Et tout l'été, on a une programmation qui est prévue dans le cadre du projet Time to Adapt, les dimanches après-midi de juillet, avec bien sûr des contes, des spectacles, des concerts, plein de choses à destination du tout public et des enfants. Pour y rentrer, vous y rentrez par l'entrée principale et là, d'office, il y a un agent de sécurité. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant pour ce jardin, c'est qu'il est hyper sécurisé. La visite continue maintenant avec Pascal Marquilly, commissaire d'exposition pour le projet Time to Adapt, qui nous dévoile l'importance de l'art dans l'appropriation des lieux par les habitants à travers l'œuvre de Julien Kieffer, La Porte. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Pascal Marquilly. Je travaille pour le groupe A Coopérative Culturelle. Je suis le commissaire d'expo pour le projet Time to Adapt, qui est en charge donc d'implanter des œuvres d'art dans l'espace public. Donc ça, c'est une pièce de Julien Kieffer qui s'appelle La Porte. Et donc lui, il a travaillé pendant un mois complet dans la serre équatoriale du Jardin des Plantes. Et durant son temps de travail, il a accueilli nombre d'habitants, quasiment toutes les après-midi. Donc il y avait deux questions. La première, c'était quels étaient pour les habitants les éléments figuratifs les plus importants de leur quartier. Et la deuxième, c'était comment
il ressentait ou comment il comprenait le réchauffement climatique. De là, il a créé un ensemble d'ateliers de dessin. Il y a eu un choix collectif des meilleurs dessins. Et à partir des dessins, il a conçu l'œuvre que vous voyez derrière vous, qui est pensée sur le même principe que les mouches arabiées. Les mouches arabiées, ce sont des parois découpées qu'on trouve principalement à partir de l'Espagne jusque l'ensemble du Maghreb, qui ont deux fonctions. La première, c'est de faire en sorte que la lumière passe moins. Et la deuxième fonction, c'est de se cacher, de se dissimuler. Et ça fait baisser la température, bien sûr, puisque ça empêche la lumière de rentrer. En fait, quand on a vraiment le dispositif complet des mouches arabiées, c'est deux parois qui coulissent l'une sur l'autre. Quand elles sont contre l'une de l'autre, la lumière ne passe pas, et quand elles s'ouvrent, la lumière passe. Et donc, c'est ce qui a inspiré... c'est super beau à voir quand il y a du soleil, parce que ça crée des super belles ombres au sol. Et là, voilà, il y a une réflexion sur la biodiversité du quartier, sur les abeilles qui sont présentes dans le parc, mais jamais ici. On a les moulins, ça s'appelle Moulins parce que c'est un quartier de moulins, de meuniers, ici. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais Moulins, c'est sur une légère butte par rapport à la plaine de Lille. Et voilà, il y a les usines, la serre équatoriale, l'observatoire. Et juste une dernière chose, ce de quoi on peut être assez fier pour cette pièce, c'est qu'elle a été installée en retard, certes, mais il me semble en novembre-décembre, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Là, on est en juin et il n'y a aucune dégradation. Et ça, pour nous, c'est le fait d'avoir travaillé avec les habitants vraiment à proximité, qui se sont appropriés l'œuvre. Et ça se sait dans un quartier. Donc, en général, c'est respecté. Prochain arrêt, l'école Michelet de la ville de Loos nous ouvre ses portes grâce à Constance Dauvillez, chargée de projet développement durable pour la ville, et Anne-Charlotte Gournay, directrice de l'école. Alors, nous sommes dans la cour d'école Michelet et on a la joie d'avoir avec nous la directrice de l'école, pas que de cette école d'ailleurs. L'école Michelet avait été repérée même bien en amont du projet Time to Adapt pour bénéficier d'une végétalisation. Je vous ai ramené des photos d'avant pour que vous puissiez apprécier l'après. On peut voir sur les photos que les arbres étaient vraiment prisonniers du bitume. C'était un peu une ancienne cour d'école, c'est ce qu'on faisait avant. C'était plutôt triste, on va dire, ce qu'il y avait avant. Et après, je laisserai Madame Gournay expliquer un peu ce que ça a apporté pour les enfants et aussi pour l'équipe scolaire. Dans le cadre du budget Time to Adapt, on a eu un budget de 115 000 € pour la végétalisation de 7 cours d'école, sachant qu'on a mis plus, parce qu'il y a eu aussi une part de la ville qui a été rajoutée pour atteindre ce niveau de beauté, d'esthétisme, d'inclusivité et de durabilité. Dans le cadre du projet, on a travaillé effectivement sur la végétalisation, sur le mobilier aussi sportif, le mobilier aussi, les bancs qui ont été ajoutés, les tables de tennis de table là-bas. Donc ça a vraiment été une réflexion assez large. Le but, c'était de garder quand même de l'espace en dur pour permettre aux enfants de jouer, mais aussi de végétaliser quand même une bonne partie de la cour d'école. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis directrice de l'école Michelet, l'école Curie qui est juste là, qui accueille les CP, CE1 et l'école Anatole France qui accueille tous les enfants de maternelle. Ici, il y a à peu près 150 enfants. Voilà, il y a 6 classes. Et l'équipe enseignante a été consultée pour la végétalisation de la cour. C'est pas quelque chose qui s'est fait seulement du côté mairie. L'équipe enseignante a vraiment été inclue dans le projet, a pu donner son avis et a pu aussi exprimer les besoins, les demandes pour que la cour corresponde à tous les enfants. Voilà, alors nous, on voit une nette différence. Alors déjà, esthétiquement, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, mais c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus agréable d'arriver sur site. Et puis, les infrastructures sportives font la différence. Les enfants sont beaucoup plus occupés s'ils le souhaitent, bien sûr. Il n'y a jamais d'obligation de jouer ou de faire des activités sportives. Mais que ce soit le basket, le hand, le tennis de table, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et les assises aussi. Il y a des bancs partout qui sont modulables.
Voilà, et ça fait donc des petits coins pour les enfants. On peut les bouger d'une période à l'autre pour qu'ils puissent avoir des coins différents. On a ce petit coin qu'on a pu aménager avec des livres. Donc la cour est beaucoup plus agréable pour tout le monde et les enfants en premier lieu, bien sûr. Juste, cette école fait aussi partie des écoles qui sont ouvertes pendant l'été, entre juillet et août, le week-end. C'est une école qui a très bien fonctionné en termes de fréquentation. On s'est posé la question initialement de la présence du parc Jean Jaurès en face. Est-ce que finalement on allait avoir le public qui allait rentrer dans la cour d'école? Et finalement, avec la présence des équipements, ça a fonctionné. En fait, on leur propose une autre fonction. Donc ça marche plutôt bien. Et il y a aussi une bonne vie de quartier ici. Les gens se connaissent entre eux. Donc c'était un peu le moment de faire un petit goûter dans un lieu sécurisé, fermé. Et tout à l'heure, on a parlé de la sécurité. Sur l'os, on a fait le choix de mettre 2 personnes sur site pendant les temps d'ouverture. Donc, c'est des agents, des collègues à moi, plus des agents qui sont embauchés uniquement pendant l'été, qui restent sur site pendant tout le temps d'ouverture. Je vous ai amené ici parce que ce jardin, en fait, c'était pour faire le lien aussi avec l'équipe enseignante. Je pense que vous le savez tous, il y a des projets pédagogiques autour du jardinage durant les temps scolaires. Et on profite de l'ouverture l'été pour demander à nos agents de venir arroser les plantations qui ont été faites pendant l'année scolaire par les enfants. Comme ça, à la rentrée de septembre, ils peuvent encore profiter de leurs tomates et faire des soupes de courges. Et on observe ici que c'est un espace assez calme. L'été, les gens viennent lire parce qu'on est un peu plus dans un cocon. Et d'ailleurs, on va rajouter prochainement des plantes grimpantes pour vraiment fermer et avoir l'impression d'être dans un cocon vert. Pour finir, nous suivons Constance Dovillez et rejoignons Pauline Droulez, architecte et chargée de projet chez Association CID, pour découvrir le restaurant scolaire L'Abeille Gourmande. Donc, bienvenue à l'Abeille Gourmande. L'Abeille Gourmande, c'est un restaurant scolaire de Los assez récent, qui a d'ailleurs obtenu un prix parce que c'est un restaurant scolaire passif. Donc, c'est un chouette bâtiment. Pourquoi on s'est positionné sur le bâtiment de l'Abeille Gourmande? Parce que initialement, dans le cadre du projet Time to Adapt, on avait prévu de travailler sur la piscine, ce qu'on a fait l'année dernière, mais depuis la piscine a fermé, donc on s'est rabattu sur un autre bâtiment municipal qui jusqu'à présent était fermé au public. Et cette année, ça va être la grande nouveauté, on va ouvrir ce parc. Donc vous voyez, c'est quand même un grand parc vert qui est très peu utilisé, hormis durant les temps du midi sur le moment de la cantine, mais le reste du temps, il est fermé. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai le plaisir, l'immense joie de travailler avec l'association CID. CID qu'on connaît bien parce qu'ils ont travaillé avec nous l'année dernière. Et qui... Alors, je vais te laisser expliquer, mais en gros, ils vont proposer du mobilier. Nous, on a eu le plaisir de voir leur construction l'année dernière qui tiennent super bien et qui sont très appréciés par le public. Donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus contente de travailler de nouveau avec eux. Du coup, en fait, sur ce site, on a commencé avec tout un processus de participation habitante citoyenne. On est allé chercher surtout les écoles alentours qui sont autour de la place juste derrière. On a aussi fait de la concertation en itinérance, etc. Le but était de recueillir un maximum quels étaient les besoins des gens. Alors, pas vraiment sur ce site, parce que du coup, il est fermé pour l'instant, mais donc voir si jamais ce site est ouvert, qu'est-ce qu'ils voudraient y faire, qu'est-ce qu'ils voudraient y voir et tout ça. On a aussi pas mal travaillé, du coup, comme je le disais, avec les élèves des écoles, surtout dans la phase de design, parce que donc, dans tout notre processus de projet, on co-design aussi tout le temps avec les gens. Et donc là, dans ce cadre-là, pour le co-design, on a fait pas mal de... Voilà, on est arrivé avec des choses à coller, des choses à dessiner ensemble avec les enfants. Là, du coup, on n'a pas trop de photos à vous montrer, c'est dommage, mais vous pourrez retrouver ça sur le site, je pense. Et du coup, on est arrivé à donc là, pour l'instant, on n'a pas tout encore qui a été construit. On est en plein chantier, comme vous pouvez le voir. Mais donc, on va avoir des assises, des transats. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est de pouvoir s'asseoir à l'ombre, mais aussi au soleil, parce que bah voilà, il faut un petit peu des deux, même si la thématique principale, c'est de pouvoir se mettre à l'ombre, mais on a aussi besoin de soleil de temps en temps.
On a aussi des plateformes de jeux, des tables de banquet, voilà. Pour l'instant, vous pouvez voir surtout les assises et les assises qui seront ombragées. Tout le design qui a été pensé tourne autour de l'abeille aussi. Là, on peut le voir, ça fait les alvéoles des ruches, puisque le nom du bâtiment, c'est l'abeille gourmande, et qu'on a un autre bâtiment dans la ville qui s'appelle la ruche. On aime beaucoup les abeilles chez nous. Donc ça, c'est vraiment chouette dans la proposition de site aussi, c'est qu'ils ont respecté le nom du site, tout en respectant les envies des habitants du quartier. Dans ce quartier, c'est plus simple, oui, parce qu'il y a déjà une vie de quartier. Donc les gens se connaissent, et donc ils viennent plus facilement. Enfin, hier, vous avez une famille. Enfin, il y a des gens qui se connaissent et qui s'intéressent au quartier. Dans d'autres quartiers, c'est plus compliqué d'aller trouver le public. On a du mal. Mais en tout cas, ici, je trouve que ça va. Il n'y a pas de foule. Alors, principalement, on travaille dans les quartiers prioritaires, avec des structures associatives, etc. Donc, on travaille avec tout type de public, finalement, à condition que, donc, par exemple, si on travaille avec des personnes en situation de handicap, nous, on n'est pas habilité directement à travailler tout seul avec ces personnes-là. Du coup, on a toujours, voilà, on est toujours en partenariat avec des associations, etc., où on a des intermédiaires, en fait. On a tout le temps des intermédiaires. Mais ça nous arrive aussi de travailler, par exemple, avec des enfants, où dans ce cas-là, il n'y a pas d'association particulière. Bon, juste, il y a les parents qui sont là autour, mais voilà. Et du coup, globalement, dans tous nos projets, on est globalement financé par les villes, les fondations, etc. Merci d'avoir écouté le podcast de Transition Urbaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et retrouver toutes nos publications sur transition.city, transition avec un S, bien évidemment. À bientôt!